La ville de Conakry, la question est en débat à la faveur du premier comité technique régional de la santé au titre de l'année 2017. La Guinée recèle d'une importante réserve de pierres précieuses. Le piano menace le balafon. Dans certains studios de production, les balafonistes se donnent la main pour redonner à cet instrument traditionnel sa place d'antan. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Comment rendre autonomes les institutions d'enseignement supérieur en Guinée? La question est au centre de réflexion des cadres du ministère de l'Enseignement supérieur et la commission interministérielle chargée de réviser les textes réglementaires à Kindia. Durant 2 jours, les participants vont poser le diagnostic et examiner le régime financier et les critères de nomination des recteurs et directeurs des institutions d'enseignement supérieur. Suivez la précision de Mamadi Gassama. Dans le souci de qualifier le système éducatif en général et celui de l'enseignement supérieur en particulier, le gouvernement a entrepris un vaste programme de réforme du secteur. Une volonté matérialisée par la publication récente d'un arrêté conjoint revalorisant les primes accordées aux titulaires des institutions d'enseignement supérieur. Pour la matérialisation de cet acquis, une commission interministérielle est mise en place. Ses membres échangent ici à Kindia avec des cadres du ministère de l'Enseignement supérieur. En toile de fond, la révision des textes réglementaires. Nous avons trouvé que les textes des années 80 ne s'adaptent plus à la réalité du jour. Donc il ne s'agit pas de les abandonner complètement. Là où les articles qui ne s'adaptent pas, on va les réadapter. Et ce qu'il faut ajouter, ce qu'on n'avait pas vu les années 80, que nous sommes en train de voir maintenant au XXIe siècle, on va les ajouter aussi, toujours dans le but d'abord d'une bonne gouvernance administrative, une bonne gouvernance financière et une très bonne gouvernance pédagogique et scientifique. Le projet de réforme prévoit une autonomisation de la gestion dans les universités et institutions supérieures du pays. Et au niveau de la composante 3, vous voyez, on est là aujourd'hui pour faire des propositions de texte pour réformer le système éducatif. Cela va changer beaucoup de choses. Les universités vont être autonomes en termes au niveau académique, c'est-à-dire les cours qui sont donnés, tout en respectant la réglementation, bien entendu. Et aussi au niveau de l'autonomie financière, d'où la présence en fait des cadres du budget du ministère de l'économie et des finances, et en termes d'autonomie au niveau des ressources humaines, c'est-à-dire le recrutement des profs, des professeurs, des enseignants. Et c'est pour cela aussi vous avez dans cette commission la présence des cadres du ministère de l'enseignement, de différents ministères techniques et de la fonction publique aussi, pour travailler en termes d'autonomie pour les ressources humaines des universités. L'amélioration du système d'enseignement supérieur ambitionné par les autorités bénéficie de l'appui du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. Dans ce plan de réforme, des jeunes diplômés aux compétences avérées seront aussi impliqués à l'enseignement supérieur. Une mission de l'École nationale d'administration publique du Québec a entamé une visite de travail de 10 jours en Guinée. La délégation canadienne a été reçue ce lundi par le ministre de la fonction publique. Les échanges ont porté sur la création de l'École nationale d'administration de Guinée, dont les premiers jalons sont déjà posés. Mamadi Ternakamisoko, reportage. Partenaire de la Guinée sur son projet d'école nationale d'administration, une nouvelle mission de l'ENAP du Québec est reçue par le ministre de la fonction publique. Les entretiens entre Bilinan Koumandoumbouya et les partenaires canadiens portent essentiellement sur l'opérationnalisation de cette école d'excellence pour les cadres guinéens. La question de l'infrastructure n'étant pas réglée, les deux parties conviennent du démarrage de la formation au centre de perfectionnement administratif. L'autre point évoqué est la délocalisation à Conakry du programme de master de l'ENAP du Québec. Nous sommes ici pour accompagner le démarrage de l'ENA. Comme on le sait, il y a eu un décret qui a été voté pour mettre en place l'ENA et on est vraiment ici pour opérationnaliser les premières étapes de mise en place de l'ENA. L'objectif de la visite est très clair, c'est d'établir une date
avec les autorités guinéennes, à partir de laquelle il y aura des étudiants dans la salle qui vont suivre une formation, soit en gestion des ressources humaines, pour mieux équiper les directions des ressources humaines des différents ministères, ou soit pour offrir le master délocalisé qu'on veut offrir ici, donc une maîtrise, la maîtrise de l'ENAP pour certains employés, pour certains gestionnaires de l'État, pour faire en sorte qu'ils acquièrent les meilleures compétences de gestion pour offrir de meilleurs services à la population guinéenne. Au cours de sa visite qui va durer 10 jours, cette mission canadienne prévoit des séances de travail avec des cadres du ministère de la fonction publique et d'autres personnes ressources. Objectif, élaborer un calendrier cohérent de mise en œuvre du programme d'introduction du master de l'ENAP du Québec en Guinée. Je vous le disais en titre, premier comité technique régional de la santé de la ville de Conakry au titre de l'année 2017. Les cadres venus des structures publiques, privées et confessionnelles travaillent sur les mécanismes d'amélioration des indicateurs de santé. Il s'agit de trouver des solutions idoines aux principaux problèmes rencontrés par les structures de santé. Les travaux dureront 4 jours. Sori de Kérassi, ce reportage. L'amélioration de la couverture sanitaire par l'implication des structures privées, un défi que se lancent les autorités de la ville de Conakry. La stratégie va booster les indicateurs de santé maternelle et du programme élargi de vaccination. C'est tout l'enjeu de ce premier comité technique régional de la santé de Conakry au compte de l'année 2017. Comment intégrer le secteur privé dans notre système? Effectivement, ils sont déjà là-dedans. Mais le monitorage dont on discute, ils ne sont pas monitorés. On les supervise, mais ils ne font pas de monitorage. Simplement, ils n'ont pas les outils que nous utilisons dans le secteur public. Donc, nous allons les mettre, ces outils-là à disposition, pour nous aider à compléter notre couverture sanitaire géographique dans l'offre des soins. La nouvelle approche de la santé repose sur la participation des communautés à la prévention et la gestion des soins. L'approche est passée en revue entre les acteurs et les partenaires concernés par la santé de la population. Quand vous prenez les indicateurs comme la couverture vaccinale, ou comme l'accouchement assisté, ou comme la couverture en prétermé, ou la prise en charge des enfants malnutris, ce sont des indicateurs aujourd'hui qui ont besoin d'être améliorés parce que ces indicateurs ne sont pas tout à fait dans les normes. Donc nous sommes en train de faire un accompagnement du ministère de la Santé à travers les structures décentralisées pour faire un appui technique dans le cadre de cette amélioration. Pendant ces travaux de comité technique, les résultats de monitorage des 5 directions communales de la santé sont présentés. Ils permettront de ressortir les acquis majeurs, mais aussi les défis qui interpellent encore les 22 centres de santé et les 6 centres médicaux communaux de la capitale. Et puis un décret qui vient de nous parvenir à l'instant même, décret dès 2017. 232 PRG SGG convoquant une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en son article 69, décrète, article 1er, il a convoqué une session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour l'examen de la loi de finances rectificative 2017. Article 2, cette session extraordinaire est convoquée pour une période de 15 jours à compter du 23 août 2017. Article 3, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 21 août 2017, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Les conducteurs de machines des différentes unités militaires de production agro-industrielle du pays suivent une formation assurée par des experts indiens. La démarche vise à renforcer les capacités opérationnelles du génie agricole. Les cours pratiques se sont déroulés à Monchon, dans la préfecture de Bofa. Sergent Marcel Massandouno, correspondant de la presse militaire. C'est un stage de perfectionnement des conducteurs de tracteurs qui a regroupé 38 stagiaires dont une femme dans la compagnie agricole de Monchon. Ce séminaire de 6 jours a permis à ces machinistes d'être mieux outillés sur les théories et pratiques liées aux opérations d'entretien d'une machine avant et après toute manœuvre sur une plaine. Je suis très content et je souhaiterais auprès du commandement
que de tels stages se multiplient au profit de la troupe. Cette formation est initiée par l'établissement Aziz et Frères en partenariat avec la société indienne Sonalika International. L'idée est de renforcer la capacité opérationnelle du génie agricole en vue d'accroître le rendement en riz pour garantir la souveraineté alimentaire dans le pays. Quand j'ai vu l'armée travailler sur les tracteurs, discuter même des différentes variétés de riz, j'étais très satisfait, très confiant. Cela veut dire que nous avons espoir pour accompagner le président de la République vers son objectif qui est de permettre la Guinée de ne plus importer de riz en 2018. La direction générale des unités de production agro-industrielle est là pour appuyer le gouvernement, appuyer Monsieur le Président de la République dans l'atteinte de leurs objectifs sectoriels dans le cadre de la politique agricole. Avec une superficie de 4400 hectares, dont 2400 aménagés, la compagnie agricole de Monchon a mis en valeur 120 hectares pour la campagne agricole 2017-2018. Autre chose au plan national, la lutte contre le grand banditisme et la criminalité en Guinée, ce sont entre autres missions assignées aux agents de la police de proximité à Anta, dans la commune de Matoto. Ces agents viennent de bénéficier d'une formation à Conakry sur les techniques de maintien d'ordre. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Alpha Essiagaba Ablayalo. Reportage. Ces derniers temps, de nombreux cas de banditisme et d'insécurité sont enregistrés dans la ville de Conakry. Pour relever ce défi, les autorités en charge de la sécurité multiplient les séances de formation des agents. Une nouvelle promotion d'agents formés sous le concept de police de proximité est rendue opérationnelle. Ainsi, pendant 8 semaines, répartis en 3 sessions, 171 policiers des commissariats centraux et 36 officiers et agents de la CMIS de Anta ont bénéficié de cette formation. Nous vous donnons l'assurance que nous redoublerons d'ardeur dans les délicates et difficiles missions de protection des personnes et de leurs biens dans nos différentes zones respectives. Les agents sont venus des différents commissariats et les compagnies mobiles d'intervention et de sécurité. La formation de ces agents de la police de proximité vient renforcer le dispositif de maintien d'ordre pendant les manifestations publiques. La sécurité routière et la brigade d'information sur la voie publique des commissariats centraux. La formation des acteurs de terrain, notamment ceux appelés à travailler dans les services généraux, apportera un nouveau souffle dans le processus de restauration de la confiance entre la population guinéenne et sa police. Oui, la prise en compte de la préservation de cette confiance dans le sens du renforcement du sentiment de sécurité des citoyens guinéens a été l'élément de référence pour choisir la nouvelle doctrine. Il s'agit entre autres de mettre en place des approches et des outils appropriés dans les commissariats de police pour assurer un fonctionnement continu en vue de préserver à tout moment de la journée et de la nuit, 365 jours par an et 24 heures sur 24, la sécurité des Guinéens. La police de proximité est une politique qui vise à associer la population civile à la lutte contre l'insécurité. Le concept devrait désormais asseoir une base de complémentarité entre policiers et population dans la préservation de la sécurité publique. Et puis de la prudence dans la traversée du tronçon Pont-Kaka-Koya. Cet axe dégradé provoque des glissements de terrain entraînant des accidents. Le département des travaux publics invite les usagers de la route à faire attention. Ansoumane Toumani Kamara. Ce tronçon d'environ 4 km est une sorte de chaînon manquant entre le nouveau pont Kaka et l'autoroute de Koya. Situé sur la nationale numéro 1 et traversant la forêt classée de Gbalan, ce axe est sous le poids de l'âge aujourd'hui. En plus de sa dégradation, le tronçon Koya-Pont-Kaka subit par endroits des glissements de terrain, ce qui du coup rétrécit la chaussée et favorise la collision des véhicules. Cet accident entre ce bus et un taxi est le dernier cas en date. Bilan, une trentaine de blessés. Ngal atal no boni ha lawol ngol no faadi
La route est complètement dégradée et très restreinte. Nous demandons aux autorités de nous aider pour éviter les accidents de la circulation. Avec l'étroitesse de la chaussée, les engins gros porteurs voulant éviter la collision terminent pour la plupart des cas leur course dans le lit de la rivière. L'autre facteur favorisant les éboulements à cet endroit est le morcellement en cours dans les forêts périurbaines de Koya. De l'avis des spécialistes, ces forêts classées disparaissent progressivement et Koya va perdre son statut à côté de Macenta, de l'une des deux préfectures les plus arrosées du pays. La Guinée recèle d'une importante réserve de pierres précieuses, mais qui ne figure pas encore sur des cartes géologiques. Un joaillier français participe à cet effet à la valorisation de ces nouvelles pierres rouges et bleues, des objets qui commencent à attirer des commerçants. Kamara Boubacar. Une route longue et difficile, mais au bout, il y a un Eldorado naissant. À 150 km de Kissidougou, au sud du pays, une petite bourgade recèle des trésors scintillants, des pierres précieuses prisées dans la joaillerie. Les premiers spécialistes venus apprécier le potentiel de ces pierres rouges, des rubis, et pierres bleues, des saphirs, n'en reviennent pas. À 104 ans, ce joaillier français explore depuis 2013 avec sa femme ce qu'il a fini par appeler la vallée des merveilles. Les premières études ont démontré un potentiel économique de plus de 3 milliards de dollars. 3 milliards 700 millions de dollars. Et encore, nous avons largement diminué les prix, ainsi que le potentiel, comment je vais vous dire, le potentiel de carat, ce qu'on appelle de caratage, qu'il y a dans ce site. Nous avions dit, une première, donc suivant cette analyse, que l'on a fait avec les services miniers de la Guinée, ce que l'on appelle dans les règles de l'art, et nous avons émis l'hypothèse que les pierres que nous avons trouvées, on se basait sur un potentiel de 20 à 30 dollars du carat. Sur 100 millions de dollars, 100 millions de carats, on arrive bien aux chiffres que j'ai dit. L'évaluation économique de la trouvaille dans la vallée des merveilles est encore très approximative. Pour compléter les premières études, le chef de l'État a confié le dossier à une équipe. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. Il a fourni les véhicules pour faire la contre-expertise. Il s'est employé seulement, et comme je vous l'explique, il n'a pas que ça à faire. Et dès qu'il a eu le dos tourné, un mur s'est dressé entre nous et lui. Aujourd'hui, les pierres précieuses dont regorge la vallée de Kissidougou sont convoitées. Les premiers carats taillés loin du pays attirent l'attention des spécialistes sur la Guinée. Mais par manque d'expertise locale, le scandale géologique risque de se faire piller ces autres bijoux de famille. Kamara Boubacar, c'est un dossier à suivre. L'Office national de cinématographie, ONACIG, en synergie avec le commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre, vient de célébrer la 178e journée mondiale de la photographie, une occasion de rendre hommage aux professionnels de la photo. C'est un reportage de Moussa Mikini et Aboubacar Junior Kamara. L'ONACIG commémore pour la première fois la journée mondiale de la photographie. Les questions liées à la professionnalisation du secteur à travers des formations et des concours, la participation des photographes guinéens au Festival de photos du continent et du monde sont entre autres centres d'intérêt de cette rencontre. On a voulu marquer le pas comme tous les autres pays, mais c'est vraiment spécial pour la Guinée parce que, comme on vous le disait, la première école du cinéma en Afrique occidentale, c'était en Guinée, et tous ces pays-là venaient en Guinée pour faire de la photo. Donc, vous comprenez bien qu'on a beaucoup d'archives en Guinée en photo et on a arrêté depuis un bon moment. L'appel qu'on lance aux autorités, c'est de remettre un fonds pour la mémoire collective et là on a beaucoup de jeunes photographes. Le Conakry, capitale mondiale du livre, s'associe à cette journée aux côtés de l'ONACIG, aux côtés de l'association des photographes
pour dire que la photo a sa place dans notre pays, dans notre environnement. Donc nous devons accompagner les photographes. S'inscrivant dans cette perspective, l'ONASIG a organisé du 31 juillet au 15 août dernier un concours de photographie. Les 6 meilleurs candidats reçoivent à présent leur distinction. La photographie, moi je peux le dire que c'est ma vie. Je suis technicienne à la RTJ, mais ce que la photographie me remporte, comment dirais-je, mon métier d'ingénierie de son ne me rapporte pas ce prix. Parce que c'est à travers la photographie que j'ai connu pas mal de personnalités. Aujourd'hui, si on parle de photographie, c'est parce que la jeunesse a accepté de se lancer dans ce métier. Et aujourd'hui, je crois que c'est un métier qui est vraiment ambitieux. Puisque même moi, je fais la photographie sans le savoir, avec mon téléphone. Cela fait 178 ans que l'humanité célèbre la présentation scientifique et technique de la photographie. Son avènement en 1839 ouvre la voie à une nouvelle activité professionnelle. Considérée comme un objet de curiosité et de divertissement, la photographie est devenue un moyen de communication. Ce 21e siècle, elle est entrée dans l'ère numérique. Culture encore, on remonte dans la savane à Farana où se tient le festival de la musique traditionnelle FEMITRAC. L'initiative vise à promouvoir les valeurs culturelles et aider les nouvelles générations à mieux connaître les musiques traditionnelles. Cette 12e édition a déplacé des foules, comme le montre ce reportage de Abdelkarim Kamara. Nous sommes au plus fort de la tradition Djalonké à Farana. Depuis un bon bout de temps, des familles comme celle-ci tentent un retour à la source. Chaque jour, un gardien du temple, Daloubé Kamara et ses enfants se livrent aux chants et danses de la Guinée. La soixantaine révolue tire sa motivation de l'esprit du festival de musique traditionnelle, celui de préserver les valeurs culturelles de l'Afrique. Je les prodigue des conseils, je dis avant, c'est ce que nous faisons. Avant, quand bien qu'on était à l'école, mais c'est ce que nous faisons. Ça nous attirait et puis c'était de l'engouement. Une dizaine d'années depuis que le FEMITRAC se tient à Farana, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Autorités et artistes invités estiment que le métissage culturel recherché par le festival prend corps. Farana est plein de jeunes artistes. Quand on organise ça ici, ça va leur permettre de connaître d'autres techniques, d'autres expériences aussi. Il y a eu un échange parce que depuis la 3e édition jusqu'au 12e édition, on a eu beaucoup d'expérience au niveau de la culture guinéenne. Vous voyez donc, on a vu beaucoup de rythmes qu'on ne connaissait pas. Mais depuis ce festival FEMITRAC, ça nous a inspiré beaucoup à approfondir dans la musique, dans la danse aussi. Au cours de cette 12e édition, la plupart des artistes ont eu le sentiment qu'il est temps de délocaliser l'événement dans les autres préfectures de la Guinée. Et pourquoi pas dans les pays invités de la sous-région. Karim, merci pour ce reportage. Le balafon, instrument traditionnel qui défie le temps. Malgré ses origines mythiques, le balafon est aujourd'hui menacé par le piano dans certains studios de production. Les balafonistes se donnent la main pour valoriser leur art en initiant les nouvelles générations. Voici le reportage signé de Mabinti Laï Souma. À 58 ans, Abou Silla porte encore avec fierté son instrument mythique. Il joue à un instrument millénaire depuis sa tendre enfance. Abou fait partie de ces virtuoses qui ont percé tous les secrets du balafon. Je suis né dans ça, nourri dans ça, évolué dans ça. Et nourrit aussi ma famille dans ça. Le balafon se présente sous différentes formes chez les peuples issus de la désintégration de l'empire médiéval du Mali. En Guinée, il est présent dans les manifestations sacrées et de réjouissance. L'instrument occupe une place de choix dans la musique moderne, même si ses origines relèvent encore de la légende. Les historiens le disent souvent que le balafon, c'est l'une des instruments, les premiers instruments traditionnels que nous avons eus. Et le balafon, ce n'est pas un instrument aussi naturel comme la guitare, comme d'autres autres. Mais le balafon est donné par un génie
Voyez-vous? Donc pour la première fois que le balafon est apparu, c'est un génie qui a donné à Balafa Sagué, à Soumaourou Kanté, par la suite Soumaourou Kanté aussi a donné à Balafa Sagué Kouyaté. Pourtant, de nos jours, la magie des notes d'un balafon est menacée aussi bien dans la musique traditionnelle que dans les sonorités modernes. Dans ce studio situé au quartier Afia par exemple, les touches du balafon sont remplacées par celles du piano. Les blancs, il y a tout dans le clavier, mais le son du clavier ne peut pas être comme le vrai son du balafon. Ça, c'est impossible. Mais sinon, on a les moyens de faire sortir le son du balafon, même si les basses, la guitare solo, la guitare basse, guitare accompagnement, tout ça là se trouve dans le clavier, mais ça ne donne pas le vrai son comme ce que nous on veut. C'est un instrument sacré. Donc, si on se permet à falsifier un instrument sacré, ça c'est un crime. Les risques de disparition du balafon sont énormes. Aux répétitions de ce jeune talent, prix découverte RFI 2016 par exemple, le balafon, pourtant magnifié, est rangé dans un coin de la pièce, tandis que le piano est au premier rang. Pour prendre un instrumentiste de balafon, le faire jouer dans un morceau, ça demande assez de moyens. Voilà. Et ce qui rend la musique aujourd'hui difficile, c'est que les artistes, ils veulent faire de la bonne musique, ils veulent tout faire en live, mais n'ont pas de moyens parce que bien que les musiciens doivent jouer, c'est amusant à voir, c'est tellement simple à voir, mais ils sont en train de faire un travail. Donc ils sont censés être payés. Si tu dois faire un album à titre live, ça peut te coûter dans les 100 millions et quelques. Donc si tu es un jeune qui se débrouille, qui n'est même pas capable d'avoir 1 million, c'est compliqué. Les musiques quand même que moi j'arrange le plus souvent, mon balafoniste, je fais appel à un balafoniste pour venir jouer. Parce que l'expression d'un joueur balafoniste est différente de la machine. Donc on a le marimba, on a d'autres logiciels qui font comme le balafon. Mais si toi tu n'es pas balafoniste, quelle que soit la manipulation, tu ne peux pas le faire comme un balafoniste. Pour enrayer la menace de disparition de l'instrument fétiche du roi sorcier, les gardiens des valeurs passent à l'offensive. Au-delà des mots, les balafolas encouragent l'initiation des jeunes à leur art. Ce passage à témoin doit aider à faire crépiter cet instrument à travers des âges. Mais il ne faut pas ignorer ce balafon. Les jeunes qui viennent aujourd'hui, sincèrement, venez jouer leur balafon ou venez, je me mets à votre disposition. Il faut changer leur morale d'abord. Ça, c'est un instrument de morale. Et si tu vas en démocratie tout de suite, ça ne va pas aller. La démocratie n'est pas la morale, mais nous sommes les culture keepers. Nous gardons la culture. C'est gratuit parce que le premier jour, je suis venu ici, il m'a demandé d'amener la cola. Parce que je ne suis pas comme les blancs et comme ça là. Comme ça, je suis parti, j'ai cherché la cola, je suis revenu, je l'ai donné. Depuis ça, tous les jours, je viens, je me donne des notes sans rien. Instrument à percussion africaine, le balani, comme on l'appelle en Basse-Guinée, se compose de 10 à 25 lames de bois de goni, plus ou moins épaisses et de taille croissante. Chacune de ces lames correspond à une note qui peut être gaie, triste ou autre selon les événements. Des notes à la fois mélodieuses et trépidantes qui portent une part importante de notre histoire tout en nous rendant notre fierté culturelle. Voilà, ce grand format réalisé par Mabinti Laïsouma met fin à cette édition d'information. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.
jamais vu en Guinée. Des meubles haut de gamme à la galerie Marifala. 10 ans d'existence et 10 ans d'expérience dans la décoration et l'électroménager. Nous vous proposons le plus vaste choix de meubles en Guinée avec plus de 2000 m² de surface d'exposition et un parking privé au sous-sol, accès VIP pour faire vos courses en toute discrétion. Avec des prix promotionnels toute l'année, des meubles soigneusement sélectionnés, Marifala vous dédie tout un espace électroménager de la grande marque TCL. Vous trouverez chez nous les dernières tendances en matière de chambre à coucher, de salle à manger, de salon, de fauteuils et de canapés au confort inégalé. Alors, venez nous rendre